Laurent Beignet, donc un des rédacteurs en chef de 20 minutes, plutôt expert de la tech, et intéressé par l'IA à 2 titres. Le premier, c'est comme utilisateur. Nous, journalistes comme vous, j'imagine, nous utilisons pas mal de solutions à base d'intelligence artificielle, parfois de manière un peu crédule, parfois en étant un petit peu émerveillé par la magie qui se cacherait derrière, en tout cas incapable de comprendre les mécaniques précises qui nous servent ce magnifique résultat. Et puis, plus intéressant, comme réceptacle également des angoisses de nos lecteurs. 20 minutes, c'est un Français sur 3 qui le lit chaque mois, donc c'est un échantillon plutôt robuste de ce que pensent les Français d'un certain nombre de sujets, notamment l'IA, et on est abreuvé sous nos articles, sous nos vidéos, de commentaires assez angoissé autour de l'IA. Je me tourne vers vous, Gilles Moïse, vous êtes un petit peu loin, mais je vous vois. Pour commencer cette table ronde, une des angoisses qui remonte le plus souvent, et j'avoue que je la partage parfois, elle est sans doute nourrie par l'imaginaire un petit peu de la science-fiction et du cinéma et de la littérature, c'est cette idée que l'IA, ou que les IA génératives, ou que les solutions d'IA plus largement, seraient des créatures dont on aurait un petit peu perdu le contrôle, à qui on confierait la capacité d'apprendre des choses, et puis qu'à terme, on ne pourrait plus auditer, comprendre, etc. Un peu de vrai et un peu de faux là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, ça fait longtemps que ces intelligences artificielles sont ce qu'on appelle des boîtes noires ou des black box. C'est-à-dire que, en gros, l'intelligence artificielle, ça naît à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec Alan Turing, au moment où il propose le modèle de l'ordinateur, il propose également l'idée d'une machine pensante. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur qu'il propose, c'est une machine qui est capable de calculer tout ce qui est calculable. Or, un certain nombre de philosophes, comme Leibniz ou Hobbes, nous disent finalement la pensée c'est un calcul. Donc si on a une pensée, si on a une machine qui peut calculer tout ce qui est calculable et que la pensée est un calcul, alors peut-être que cette machine peut penser. Et l'hypothèse de base de l'intelligence artificielle, elle se construit là-dessus. Jusqu'à peu près au milieu des années 80, on pense que l'intelligence artificielle, ça revient à expliquer, détailler et mettre sous forme de règles le monde dans des machines. C'est ce qu'on appelle les systèmes experts. Ça fonctionne pas mal, mais pas aussi bien que ce qu'on pensait. Et donc au milieu des années 80, on se dit en fait ça marche pas ça. Donc là on rentre dans ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. Et on va sortir de cet hiver fin des années 2000 avec les modèles de réseaux de neurones profonds. Et ces réseaux de neurones profonds, pour répondre à ta question, ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire que ce sont des modèles statistiques qui contiennent des millions de paramètres, et ces paramètres ont été ajustés sur des images ou des textes qu'on leur a montrés. Et on les entraîne en fait à reproduire ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que l'IA n'est pas très créative. C'est parce que dans son fonctionnement même, dans la manière même dont on l'entraîne à prédire des choses qu'on a déjà vues et étiquetées pour elle. Donc oui, évidemment que ce sont des boîtes noires. ChatGPT aujourd'hui, les premiers modèles, GPT-3, 175 milliards de paramètres. GPT-4, qui est le modèle qui supporte le ChatGPT actuel, serait à 1800 milliards de paramètres. Donc évidemment que c'est ininterprétable. On ne sait pas du tout, personne ne peut expliquer pourquoi quand on lui pose une question, peut-être que toutes et tous vous avez utilisé ChatGPT ici, personne ne peut expliquer pourquoi il nous répond ça. Et d'ailleurs, nous, on utilise évidemment des modèles génératifs, mais pas uniquement tous les jours. On voit bien que quand OpenAI fait une mise à jour, ou quand nous-mêmes, on change le modèle qu'on utilise, il va se mettre à nous parler d'autre chose. Et il va nous donner des réponses différentes. D'ailleurs, si vous dirigez des entreprises et ou des directions informatiques, c'est l'un des gros sujets de l'intégration d'OpenAI dans nos solutions. C'est qu'en fait, si OpenAI décide de mettre à jour son modèle, en fait, le logiciel qu'on avait et qui marchait très bien pour telle et telle question, et on avait passé un temps fou à le tester, en fait, le lendemain ne marche plus parce qu'il ne dit plus la même chose. Il y a un problème de variabilité, en fait, qui est lié à ces modèles. Donc oui, ils sont ininterprétables. Donc le côté angoissant, attention, mais pour autant, ils ne sont pas intelligents ou supérieurs à l'être humain. Ça reste déjà des logiciels. Ils ne sont pas incarnés, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de volonté, ils ne peuvent pas se reproduire, ils ne montent pas des partis politiques, etc. Donc, je veux dire, c'est que... Non mais c'est vrai, je veux dire, ça fait sourire, mais tous les discours catastrophistes qu'on entend, qui nous disent « attention, l'IA va prendre le contrôle », etc., ça n'a aucune espèce de réalité. Et tous les chercheurs sérieux du domaine le disent. Maintenant, on va me dire, mais non, Geoff Hinton, qui était l'un des récipiendaires du prix Turing en 2017, qui était directeur de recherche de Google, qui est quelqu'un d'extrêmement légitime, dit attention, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu, au sein du monde académique, mais également dans les entreprises, un certain nombre de voix extrêmement légitimes qui se sont élevées en portant ça.
Pour être tout à fait franc, j'ai du mal à me l'expliquer parce que vraiment, pour utiliser des IA tous les jours, enfin, c'est hyper pratique, c'est un super outil. Évidemment, il faut le réglementer, mais je veux dire, on est à des années-lumière, mais vraiment des années-lumière de l'être humain. Peut-être le meilleur exemple pour ça, c'est de reprendre l'exemple d'AlphaGo, dont vous aviez peut-être entendu parler en 2016, l'IA de Google, qui bat Lee Sedol, à l'époque champion du monde de Go. Le Go était réputé beaucoup plus difficile que les échecs pour une question de combinatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de combinatoires dans le jeu de Go que dans le jeu d'échecs. Eh bien, cet AlphaGo, donc on se dit, oh là là, c'est magnifique, il bat Lee Sedol, donc le champion du monde, sur des terrains, enfin sur des jeux de 19 cases par 19 cases. Je trouve qu'il y a une alternative au jeu de Go qui a exactement les mêmes règles, mais qui est sur 13 cases fois 13 cases. Et bien dans ce contexte-là, l'IA perd. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des modèles ultra puissants sur des cas très spécifiques, et puis dès qu'on change un peu, ça ne marche plus. L'humain, à l'inverse, est extrêmement performant dans un nombre incroyable de cas. On est capable de parler à l'OCDE, on est capable de préparer à manger, en tout cas pour la plupart, on est capable de conduire une voiture, on est capable de discuter, on est capable d'aller à l'école, on est capable de dormir, enfin, on est capable de faire très bien beaucoup de choses. Le problème aujourd'hui, c'est que les IA sont capables de faire parfois très bien très peu de choses. Donc non, pas de panique. Est-ce qu'on est capable de légiférer, de prendre des décisions pour encadrer le développement de l'IA? Est-ce qu'on est... Mais quel est, si c'est le cas, le bon cadre pour le faire, d'un point de vue territorial? Souvent, on s'en attriste, ou on en est un peu honteux. On dit les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule, comme si c'était un peu honteux ou décevant. Moi, je crois pas. Je crois que c'est extrêmement important de réguler ces technologies-là. Et ce ne sont pas uniquement des postures défensives protectionnistes. Ce sont juste des postures qui disent attention, en fait, on a évidemment, comme avec chaque technologie radicalement nouvelle, un changement de société qui doit s'accompagner par une évolution de la loi. Donc évidemment, en Europe, la première de ces réglementations, qui n'est pas directement liée à l'IA, mais qui est plus liée au numérique d'une manière générale, c'est la RGPD, donc Réglementation générale sur la protection des données en 2016-2017. Et puis tout récemment, les DSA et DMA qui sont entrés en vigueur en août dernier, qui donc imposent aux plus grands acteurs et aux plus grandes plateformes un certain nombre de contraintes, un certain nombre d'ouvertures. Et en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais ça dans l'usine nouvelle, WhatsApp doit ouvrir ses API et ses interfaces pour que d'autres acteurs puissent utiliser ces données. Et donc on pourrait imaginer une sorte de... Si vous avez envie de monter une start-up, ça peut être une bonne idée, une sorte de méta WhatsApp. En plus, le jeu de mots avec méta tombe parfaitement bien, mais une sorte de méta WhatsApp, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un WhatsApp des WhatsApp. Puisque vous avez peut-être un Telegram, vous avez peut-être un Signal, vous avez peut-être un WhatsApp, vous avez peut-être un Messenger, on pourrait imaginer une interface qui combine tout ça, qui fait que du coup, on sort de l'obligation d'être sur WhatsApp, parce qu'en fait, comme tous les copains et toute la famille ils sont déjà sur WhatsApp, du coup, c'est compliqué de... Donc en fait, là, on est typiquement dans le cas d'une réglementation qui permet l'innovation, au lieu de l'empêcher. Et il en va de même, je finirai juste là-dessus, avec évidemment l'AI Act européen, dont on a beaucoup parlé, et de la même manière, on disait, oh là là, l'AI Act, vous allez couper les ailes, on a déjà loupé le virage du cloud, on a déjà loupé le virage du search, quel dommage, on va encore se couper les ailes à cause de nos technocrates bruxellois qui n'y comprennent rien. C'est pas du tout le cas. En fait, pourquoi on a discuté de l'AI Act? L'AI Act, c'est comment est-ce qu'on classe les niveaux de dangerosité des intelligences artificielles. Et début novembre, le gouvernement, notamment porté par Bruno Le Maire, a dit non, attention, il faut innover avant de réguler, on va se couper les ailes, etc. Et là, l'idée, c'était de dire, les jeux de données sur lesquels on entraîne ce qu'on appelle les modèles de fondation, c'est-à-dire des grands modèles d'IA générative, type ChatGPT. En gros, ce sont des modèles, on leur donne un texte, et ils prédisent le mot suivant. C'est ça, un modèle de fondation. Bon. Eh bien, on disait, attention, les jeux de données sur lesquels on les entraîne, en fait, c'est le cœur du réacteur. Et si on doit les ouvrir ou si on doit les partager, en fait, le business ne va pas pouvoir se développer parce que c'est là qu'est toute son intelligence. C'est ce que disait Mistral, ce que disait Lighton, qui sont des acteurs français, Aleph Alpha en Allemagne, etc. Le problème, c'est que les gens qui créent des modèles de fondation aujourd'hui doivent être une vingtaine sur Terre. Il y en a un peu en Chine, un peu en Europe,
aux États-Unis. Donc en fait, il y en a très peu. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul, etc. Mais les utilisateurs de ces modèles, une fois qu'ils ont été entraînés, sont des millions. Et j'en fais partie. Et le problème, c'est que moi, je ne peux pas intégrer un grand modèle de langue si je n'ai pas au minimum un coup de tampon qui me dit qu'il ne va pas se mettre à tenir des propos racistes, à tenir des propos négationnistes, que dans 3 semaines, j'ai le New York Times qui m'appelle pour dire « vous me devez de l'argent parce qu'en fait, dans votre modèle, il y a 40 gigabits de données qui m'appartiennent, etc. » J'ai besoin d'une certification. De la même manière que des meuniers qui vendent de la farine au boulanger leur donnent un certain nombre de garanties pour que le boulanger puisse faire son pain sereinement, moi, de la même manière, pour faire mon soft, j'ai besoin d'un certain nombre de garanties sur les modèles de fondation. Et donc, effectivement, on est encore là dans de la réglementation qui permet l'innovation, parce que moi, sans cette réglementation, je ne peux pas le faire. Et donc, oui, on peut réglementer, et l'AI Act va dans ce sens-là. Tout est question d'innovation. En tout cas, Alban Liger-Belair, vous qui dirigez vous qui êtes directrice associée innovation chez KPMG, ça doit vous parler. Votre rôle, c'est de parler et de conseiller des entreprises, plutôt des grosses entreprises, des entreprises puissantes. Elles sont sensibles depuis très longtemps à ce sujet de l'IA ? L'IA n'est pas un sujet récent pour les entreprises. Ça fait des décennies que les entreprises intègrent ces technologies dans les solutions qu'elles proposent, dans leur mode de fonctionnement. Mais effectivement, il y a eu un pas qui a été franchi l'hiver dernier, donc notamment en fin 2022, avec l'apparition de ces IA génératives dont on parle beaucoup. Et donc ça, c'est nouveau parce que ça ouvre, en tout cas pour les entreprises, et pas que d'ailleurs, un champ d'opportunités et d'enjeux qui vont avec, assez incroyable, effectivement. Je voulais juste vous donner quelques chiffres pour vous montrer un peu l'importance de cette disruption, on peut parler de ça. Dès mars 2023, c'était une enquête qui avait été réalisée par Fishbo, notamment aux États-Unis, auprès de 11 700 professionnels. Et qu'est-ce qui ressortait de cette étude ? C'est que plus de 43% des collaborateurs, et était en mars 2023, utilisaient déjà, pas quotidiennement, mais régulièrement, les IA génératives dans leur travail, en fait. Et parmi ces 43%, 74% ne le disaient pas à leur employeur. Donc l'usage, finalement, était déjà là. Alors c'était en mars, autant vous dire que maintenant, ces chiffres doivent être encore plus conséquents. Voilà. Et puis, côté dirigeant, 70% d'entre eux considèrent que l'IA, et ça je trouve aussi que c'est une bonne nouvelle, est une source d'opportunités et de gains de compétitivité plus conséquente, enfin plus importante, malgré les risques qu'elle représente. Donc, et qu'évidemment, ça va générer au cours des 5 prochaines années des disruptions majeures. Voilà. Et ces mêmes dirigeants ont à cœur de bien en maîtriser les risques et d'en comprendre tous les enjeux, en fait. Il y a 3 types de solutions qu'explorent les entreprises. Il y a effectivement toutes ces solutions, j'allais dire, des licences génériques dont on parle beaucoup, qui est ce que propose un Microsoft, qui est ce que proposent finalement tous les grands éditeurs et tous les grands acteurs de la technologie, Bard de chez Google et autres, j'en passe. Mais il y a aussi de l'open source que les entreprises considèrent pour certaines de leurs solutions. Et puis il y a enfin des solutions qui peuvent être potentiellement développées, conçues et développées sur des systèmes internes propres aux entreprises et donc qui sont plus sécurisés, même si effectivement il y a un travail qui est plus long de mise en œuvre parce qu'il faut pouvoir ingurgiter d'abord les données de l'entreprise. Ce qu'on voit là tout de suite à l'heure actuelle, c'est que les entreprises sont assez pressées d'acquérir ce qu'on appellerait donc les licences génériques, une bureautique augmentée en fait pour leurs collaborateurs. En revanche, elles sont plus prudentes dans ce qui relève du développement ou de la conception de solutions en propre. Et elles commencent, pour le moment, ce qu'on voit émerger, c'est qu'elles commencent par des cas d'usage, un peu en mode pilote, pour voir un petit peu comment est-ce que finalement ces cas d'usage, quelle est la qualité, quels sont les bénéfices apportés par ces cas d'usage. Comment on explique cet attentisme relatif, d'après vous, qui connaissez bien ces dirigeants c'est la question de la certification dont parlait Gilles Moïse à l'instant ? Oui, alors pas seulement. Je pense que oui. Et moi, je trouve que cet attentisme, du moins cette prudence des dirigeants, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt rassurant dans le contexte actuel, notamment d'anxiété que peut générer ces technologies que vous évoquiez. Donc je trouve que c'est plutôt une posture sage, en fait, notamment de ces dirigeants et particulièrement ces dirigeants européens. Ils sont bien conscients des enjeux et ils mettent en avant l'éthique et le numérique responsable. Pour 94% d'entre eux, toutes les questions de gouvernance et d'éthique sont au cœur de leurs priorités.
Et ça, c'est une étude, je disais ça ce matin, c'est une étude qui a été publiée hier par IBM et Egon Zehnder. Donc quand même, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et pourtant, je viens de l'innovation. Et je ne le perçois pas comme un frein. Je le perçois vraiment comme une forme de sagesse. Parce que quelque part, ces technologies, non pas l'IA, mais l'IA générative, qui est une émanation de ces technologies, elles sont récentes. Et comme toute technologie naissante, il y a une forme d'immaturité. Donc il faut laisser un peu le temps à ces technologies de maturer. Et elle doit évoluer et mûrir sur beaucoup de choses. Je vous en liste un certain nombre. Évidemment, la qualité de la donnée, la qualité des résultats, vous l'évoquiez. Il y a beaucoup de biais encore, ce qu'on appelle notamment des hallucinations. On le voit avec les fake news, mais c'est pareil au niveau de l'entreprise, et ça pose question. Il y a évidemment des questions de cybersécurité et de confidentialité des données qui sont liées. Il y a des défis concernant évidemment les talents, et puis des défis d'intégration de ces nouvelles solutions. Comment est-ce que l'entreprise, jusqu'où l'entreprise va intégrer finalement ces nouvelles solutions? Et puis avec ça, il y a des questions autour du niveau d'investissement qui est requis, parce que tout ça a un coût, que ce soit les licences génériques ou le développement de solutions propres, tout ça a un coût. Et là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ces nouvelles technologies n'ont pas encore prouvé tous les bénéfices qu'on pouvait en retirer ou qui en sont attendus. Donc quand on met en perspective l'investissement qui est nécessaire et les résultats immédiats, il y a encore un gap en fait. Il y a aussi bien évidemment la question de l'impact sur l'environnement, auquel les dirigeants sont de plus en plus sensibles. L'impact sur l'environnement quand ces technologies évidemment sont énergivores, et donc les déployer à grande échelle signifie qu'on va consommer beaucoup plus d'énergie et qu'il y a une empreinte carbone évidemment conséquente derrière ça. Et puis enfin, il y a cette incertitude juridique et réglementaire. Alors effectivement, l'IA Act a posé des premiers jalons, mais on est encore aux prémices. Quid des droits d'auteur, quid des... Je pense que vous y êtes sensible au niveau du journalisme, mais pas que. Quid de la protection de la propriété intellectuelle. Et en tant qu'entreprise, quand on s'appuie sur ces outils-là pour créer de nouveaux visuels, de nouveaux contenus, de nouvelles images, et que quelque part on a vocation à pousser ça sur le marché auprès de nos clients, jusqu'où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller finalement. Donc je pense que cette prudence, elle s'impose parce que cette technologie, finalement, elle est naissante. Je voulais vous passer la parole, Elisa Karaj, puisque chez Allen & Overy, dont vous êtes digital manager, vous avez une expérimentation concrète. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas eu la sagesse d'attendre, en tout cas vous avez eu la bonne idée de vous lancer et de choisir une solution développé par vos soins ou par un prestataire, vous allez nous expliquer ça, et pas d'aller chercher ces fameux outils qu'on utilise avec l'accord tacite ou dans le dos de son manager pour aider vos avocats. Donc nous, donc c'est pas une expérimentation, on a maintenant quasiment 1 an et demi de recul sur l'adoption d'un outil qui s'appelle Harvey, qui est donc de l'IA générative, qui est une start-up de OpenAI et qui est en fait l'équivalent ChatGPT du juridique. Donc en novembre 2022, on a donc en partenariat avec OpenAI co-créé une IA générative pour les professions du droit. Donc c'est-à-dire qu'en opposition avec ChatGPT, les données ont été entraînées sur, les algorithmes ont été entraînés sur des données qui sont plus juridiques que ce qu'il y a sur ChatGPT. Vous parliez des risques en termes de cybersécurité. On a des standards d'hébergement des données. Et en fait, on a le même standard pour Harvey que pour tout notre parc applicatif au sein du cabinet. Et donc, depuis 1 an et demi, l'ensemble des avocats ont accès à cet outil-là, qui est donc un outil qu'on pourrait dire sur l'étagère, puisque c'est on a acheté des licences en fait à Harvey. Et c'est vrai que donc ça bouscule la manière de travailler des avocats, parce que comme sur ChatGPT, au début on a cet étonnement parce que l'outil peut répondre à des questions très précises juridiquement. Ça va avec beaucoup d'accompagnement, des explications, et pour faire écho à la problématique de ce jour, peut-on contrôler l'IA ? Évidemment, nous en interne, du coup, on a un travail de communication et une forme d'éducation sur le fait que, étant détenteur de licences, comme vous disiez, avec un tampon valide sur et la sécurité et le niveau de qualité des réponses, il est bien évidemment proscrit pour un usage professionnel d'aller sur les IA dites grand public,
type ChatGPT, etc. Donc moi, j'ai quand même encouragé les avocats à tester ces autres IA pour des usages personnels, parce que j'avais la conviction que pour les habituer justement à l'utilisation d'Harvey dans leur quotidien opérationnel juridique et comprendre le fonctionnement, justement se faire la main sur des ChatGPT, des Bard, mais sur des cas d'usage qu'on entend dans la presse, type voilà, fais-moi l'itinéraire de mes vacances, ou ce genre de choses, en comprenant le fonctionnement de l'IA générative sur des choses pour lesquelles il n'y a pas de risque pour l'avocat, ils auraient davantage de confiance à la prise en main de l'outil fait pour du coup les juristes. C'est des avocats. L'IA n'était peut-être pas autant médiatisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quelles ont été leurs premières réactions ? Donc, au début, quand on a parlé de l'outil en interne et qu'on n'en avait toujours pas parlé en externe, il y avait vraiment beaucoup de mystères autour de l'outil. Pour certains, même moi au début, j'avais pas fait le lien entre Harvey et OpenAI, donc pendant quelques semaines, c'était une période assez excitante, on va dire. Ensuite, quand tous les avocats ont eu accès aux licences, il y a eu beaucoup d'excitation. Je pense que la courbe est similaire en fait à la réaction grand public de ChatGPT. Donc beaucoup d'excitation, on entendait beaucoup parler dans les couloirs sur des tests de cas d'usage sur les différents départements, comment le M&A pouvait s'approprier, comment l'IP pouvait rendre l'outil utile pour leur propre cas d'usage. Et ensuite, je dirais, quand on a commencé à faire face aux premières hallucinations, aujourd'hui l'hallucination c'est un terme qui est rentré dans le champ lexical grand public au même titre que le prompting, etc. Donc on sait pourquoi l'intelligence artificielle hallucine, on sait que l'IA générative ne sait pas dire qu'il ne sait pas, mais au début, un avocat qui teste un outil qui hallucine, il y a une sorte de rupture de confiance et parce que les avocats savent qu'ils engagent leurs responsabilités quand ils travaillent pour les clients. Donc il y a eu un creux de courbe, on va dire, de ça ne fonctionne pas ou ça bug, ce genre de choses. Et maintenant qu'on a fait beaucoup de formations et que c'est aussi passé du domaine du grand public, on est dans une phase, je dirais, plus qu'on appelle de run, donc plus d'adoption au quotidien qui s'est davantage rationalisé. Mais positivement, parce qu'on tout le monde s'accorde sur le fait que voilà, c'est le futur de la profession et qu'il faut s'approprier ces outils-là maintenant. Je me suis levé pendant votre intervention. J'avais eu la chance de la découvrir un petit peu avant, mais c'est une expérimentation vraiment effectivement passionnante. On reviendra tout à l'heure peut-être sur l'accompagnement aussi pendant l'année et demie qui s'est écoulée maintenant. Il a dû se passer pas mal de choses, mais je voulais vous présenter donc Laura Chaubard. On était en train d'évoquer avec Madame Carrage un cas très concret d'application dans un grand cabinet d'avocats de l'IA, et on évoquait également avec l'ensemble de nos invités la question un peu en filigrane de la fiabilité et du niveau de certitude qu'on peut avoir sur ces fameuses propositions des IA génératives. Mme Carrage nous parlait à l'instant des hallucinations et de la capacité qu'on a maintenant au moins à comprendre pourquoi elles arrivent, mais pas nécessairement toujours à les déjouer. Cette donnée de confiance de ChatGPT, cette idée de confiance et l'importance qu'elle a, c'est un enjeu majeur où finalement avec Internet on s'est habitué à naviguer dans des eaux d'incertitude. Bonjour à toutes et à tous, je suis navrée pour mon retard et ravie d'avoir pu vous rejoindre. Effectivement, vous l'avez évoqué, quand on recherche une information sur Internet, on a pris l'habitude d'avoir un certain recul critique, d'avoir des sources auxquelles on fait confiance et d'autres auxquelles on fait moins confiance. De vérifier les sources, etc. Donc d'avoir un rapport à l'information qui est différent de celui qu'on pouvait avoir avec une encyclopédie, tout simplement. Et je pense que on doit avoir le même genre d'infléchissement dans le rapport qu'on a avec les technologies par apprentissage, par rapport à des technologies plus déterministes, comme quand on pose un calcul à une calculette. On ne se pose pas la question du résultat aujourd'hui. Ça a été une question dans les premiers calculateurs, mais aujourd'hui, on prend le résultat avec confiance.
quand on pose une question à ChatGPT, on n'a pas le même degré de confiance. Et ça dépend de plusieurs choses. D'abord, donc, d'une pratique de l'interaction avec des technologies par apprentissage, et ça s'apprend comme on a appris à le faire avec Internet. Aussi d'avoir conscience avec quoi cette intelligence artificielle est nourrie. Dans le cas de ChatGPT, elle est nourrie avec le contenu d'Internet. Donc il n'y a pas de raison que la réponse que fournit ChatGPT soit plus fiable qu'une information qu'on trouve sur Internet. Si ce n'est qu'elle est croisée statistiquement et que donc c'est la réponse la plus probable vue d'Internet qui va sortir de ChatGPT. Donc c'est avant tout savoir avec quoi ces technologies par apprentissage sont nourries, comprendre comment elles peuvent inférer des réponses et parfois faire des erreurs, et puis s'habituer à avoir ce petit recul critique sur tout ça. Vous dirigez Polytechnique, vos élèves ingénieurs, vous les encouragez à utiliser des solutions d'IA type ChatGPT, vous les encouragez à essayer de creuser au maximum ces questions, ou vous mettez ça sous le tapis? Alors, on ne met certainement pas ça sous le tapis, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'encouragement pour aller se frotter à ce que ces technologies peuvent apporter dans leur quotidien d'étudiants et de citoyens. Je pense que c'est incontournable, qu'il faut vraiment l'embrasser, y compris dans les domaines de l'éducation, qu'on vit un peu la même chose à l'émergence d'Internet dans les années 2000. Certains pensaient que les étudiants, les élèves n'apprendraient plus rien et que les professeurs n'enseigneraient plus rien. Que les élèves n'apprendraient plus rien parce que la connaissance était immédiatement disponible d'un clic et qu'il n'y avait plus besoin d'apprendre. Et puis que les enseignants, du coup, n'auraient plus de rôle puisqu'il suffisait de chercher sur Internet pour apprendre. Bon, je pense que depuis, on a fait du chemin, on est revenu. Les étudiants continuent à apprendre, les enseignants à enseigner. Je pense que l'émergence des IA génératives va amener au même repositionnement. On n'apprendra plus exactement de la même manière, on n'évaluera plus exactement de la même manière. On évalue beaucoup moins aujourd'hui les étudiants sur des devoirs à la maison, sur de la connaissance encyclopédique, c'est sûr. Demain, on va devoir trouver des moyens d'évaluer des tâches à encore plus forte valeur ajoutée, parce qu'on sait qu'ils auront accès à ces outils-là. Et par ailleurs, en tant que futur ingénieur, il est essentiel qu'ils se frottent à ces technologies dès leurs études, qu'ils en comprennent les mécanismes, les opportunités fantastiques et les transformations qu'elles vont apporter dans tous les domaines de l'économie et de la vie publique d'ailleurs. Aussi les limites, les risques, les reculs critiques à avoir par rapport à ce qu'elles peuvent produire. Parce que quelle que soit leur spécialisation, qu'ils aillent faire de la chimie, des transports, de la santé, ils vont devoir se saisir de ces technologies et les utiliser. C'est une responsabilité supplémentaire finalement. Vous formez les futurs créateurs des solutions d'IA de demain, en tout cas pour certains d'entre eux. Vous-même, vous êtes polytechnicienne et ensuite vous avez travaillé dans l'intelligence artificielle. Est-ce que ce surcroît de responsabilité, vous le sentez? Est-ce que vous vous dites, si jamais, par exemple, dans le recrutement de nos ingénieurs, on a un certain nombre de biais, on va sans doute le retrouver demain dans des solutions grand public ou des solutions industrielles nourries à l'IA? Alors, d'abord, il y a une responsabilité, mais comme il y avait, encore une fois, il y a 30 ans, à former à l'informatique l'ensemble des ingénieurs, il y a une responsabilité, d'abord à former des citoyens, donc qui vont être dans un environnement où l'IA existe, où l'IA va transformer des pans entiers du travail, de la vie publique, etc. Donc il faut simplement qu'ils aient des connaissances de base sur ce que c'est qu'une technologie par apprentissage. À Polytechnique, on forme des ingénieurs, donc ça devient une technologie socle, comme savoir faire de l'informatique, faire un programme, utiliser même des outils bureautiques. Donc ça va rentrer dans le socle de l'ensemble des ingénieurs. Ça demande aujourd'hui une pédagogie particulière, parce qu'on est face à des technologies apprenantes, mais ça c'est déjà en cours à l'IX et dans d'autres écoles d'ingénieurs, ça intègre le socle. Et puis effectivement, on va former des spécialistes de l'IA qui vont avoir un cursus beaucoup plus pointu,
et qui vont concevoir les modèles, les échantillons d'apprentissage, et donc on va avoir une capacité à projeter certains biais cognitifs personnels dans la conception d'IA. Je trouve qu'on en fait beaucoup sur ce risque du biais de l'ingénieur. Les biais, ils sont dans notre société, malheureusement, et quand ils sont dans le contenu d'Internet, le contenu d'Internet est extrêmement biaisé. Si on demande sur Google une image, je ne sais pas, de juge ou d'avocat, regardez le résultat, c'est extrêmement biaisé. Voilà. Donc nos biais collectifs, oui, vont se retrouvent dans les productions des ingénieurs, dans les productions des législateurs, dans les productions de l'ensemble des branches professionnelles. Ils vont se retrouver aussi dans les conceptions de l'IA, pas plus, pas moins. Et oui, il faut globalement lutter contre. C'est notre problème à tous et on est au sommet de l'engagement, donc on va tous s'engager pour lutter contre ça. Je me tourne vers vous, Nathalie Hoth. On parle depuis tout à l'heure de l'IA et de son inexorabilité, en tout cas de l'utilisation inexorable qu'on en fera de plus en plus dans les mois et années à venir. Mais est-ce qu'on en a les moyens environnementaux? Est-ce que, quand on parle de toutes ces solutions, est-ce que la planète a les ressources pour nous permettre demain de continuer à ce rythme d'implémentation? C'est une très bonne question dont je n'ai qu'une réponse partielle, donc je vais vous dire où on en est et puis on travaillera pour avancer sur le reste. Alors déjà, en fait, le numérique, on a parlé beaucoup de virtuel, on a parlé de beaucoup de résultats, d'informations, etc. En fait, juste quelques chiffres. En fait, aujourd'hui, par rapport aux usages qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avec une utilisation de l'IA quand même très très restreinte, Internet, c'est 45 millions de serveurs. C'est 800 millions d'équipements réseau dans le monde et c'est à peu près 15 milliards d'objets connectés. On estime à ce que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure des années avec des nouveaux usages justement et on estime qu'ils seront 46 milliards en 2030. Donc tout ça, c'est des équipements. Ces équipements, en fait, ils ne sont pas virtuels, ils sont bien matériels. Ces équipements, donc évidemment, ils ont un coût environnemental. Donc, merci Alban, vous en avez parlé sur la partie climat, donc le climat, le CO2, les gaz à effet de serre, ça, on commence à vraiment avancer sur la maîtrise et de la mesure pour le digital. Mais on a encore un problème de dette méthodologique sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, dans le digital, en fait, le calcul du carbone n'est pas encore légiféré, en tout cas, on ne se conforme pas aux méthodologies appliquées dans tout le reste du monde. Donc chacun explique qu'il a des méthodologies différentes, spécifiques, donc du coup ça devient incomparable, immaîtrisable finalement. Donc on estime quand même à peu près qu'on est au niveau carbone à 4% des émissions actuellement et on va avec l'accélération du digital augmenter vers 8% dans quelques années. Mais moi c'est pas de ça dont je voudrais vous parler là aujourd'hui, c'est pas d'énergie, c'est toute la partie matérielle de la construction des cartes électroniques. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est l'impact environnemental de cette fabrication d'équipements. Avec notamment toute la partie pollution chimique. Une carte électronique, elle a besoin de produits chimiques pour pouvoir être construite. Donc ça, aujourd'hui, l'évaluation, moi je n'en ai pas. Si vous en avez, je suis preneuse. On a toute la partie ressources naturelles en eau. Alors on pense souvent data center pour refroidir. Non, là on parle, le gros sujet de l'eau, de source, c'est la partie fabrication, parce que tous ces composants ont besoin d'énormément d'eau pour pouvoir être produits. Et ensuite, la très très grosse partie, qui est vraiment l'angle mort, c'est toute la partie minerais et métaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a à peu près, dans un smartphone, à peu près 50 éléments de minerais, métaux en tout genre, dont une grande partie qui sont des ressources rares, qui sont des ressources non renouvelables. Donc voilà, ça on va se le dire. Et qu'aujourd'hui, en fait, tous ces équipements, eh ben, la partie recyclage, elle se fait qu'à hauteur de quelques pourcents. Et toute la partie minerais, métaux, aujourd'hui, on est incapable de la recycler parce qu'en fait, avec la miniaturisation des équipements, tout est imbriqué et on ne peut pas séparer les métaux. Donc voilà là où un peu où on en est. Donc si vous vous imaginez, au-delà de ça,
un équipement, on compte entre 50 et 350 fois son poids en matière extraite des sols. Donc, je vous donne un exemple très simple. Le laptop que vous utilisez tous les jours de 2 kg, et en fait, il a fallu 800 kg de roches extraites pour aller chercher les minéraux, les minerais, les métaux, pour pouvoir construire cet équipement. Parce qu'ils sont ce qu'on appelle les terres rares. C'est pas qu'elles sont rares, c'est juste que les minerais dans la roche, ils sont en très petite quantité, et donc il faut aller extraire énormément de roches pour les capter et les utiliser. Donc en fait, tout ça, forcément, si les ressources ne sont pas renouvelables, à un moment donné, il va y avoir un peu une pénurie, on va avoir, à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse nos combats. Ensuite, il y a un aspect sur la partie forage. Sur le forage, en fait, quand on fore, pour aller chercher ces minerais, il y a un impact sur la biodiversité, sur toute la partie artificialisation des sols. Donc là aussi, on touche encore une nouvelle limite planétaire. Donc en fait, il y a plusieurs limites planétaires aujourd'hui qui sont directement touchées par le digital, mais qu'on ne regarde pas. Parce qu'effectivement, le carbone est un vrai sujet, le climat, et on sait que notre écosystème et du coup notre vie sur Terre peut être très réduite face à ce problème. En revanche, il y a d'autres sujets comme notamment la biodiversité, et on parle d'extinction des espèces, et bien tout ça, ça en fait partie. Et le digital a aussi un impact sur cette partie-là. Donc si on revient sur l'IA, donc l'IA requiert des grosses puissances de calcul. Ça requiert aussi énormément de données, ça on en a parlé, les modèles ont besoin d'entraînement avec énormément de données stockées. Donc tout ça derrière, ça veut dire des serveurs, ça veut dire des équipements qu'il va falloir construire. Et après, le point encore plus impactant, c'est la partie effet rebond. C'est tous les nouveaux usages qu'on va construire, tous les nouveaux équipements qui nous seront hyper pratiques au quotidien et qu'on va devoir construire, produire, et donc on va devoir sourcer. C'est pas réjouissant ce que vous nous dites, Nathalie. Et c'est pas évident pour vous, Alban, que je choisis pour rebondir derrière tout ça, parce qu'on a quand même une question double à la base de cette conférence. C'est peut-on contrôler? Alors peut-être que la planète va le faire pour nous. Et si oui, pour quels bénéfices? Il faut bien qu'on trouve quand même quelques bénéfices. Vous accompagnez, vous conseillez beaucoup d'entreprises avec KPMG France sur leur transition numérique, l'utilisation de l'IA. Vous en voyez des bénéfices directs assez rapides? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est intéressant quand je vous entends, parce que ce que vous évoquez fait quelque part aussi l'objet des travaux de prospective qu'on a menés. Voilà, mais on y viendra après. Oui, il y a des bénéfices certains, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, et heureusement. Il y a quand même, en tout cas d'un point de vue de l'entreprise, une potentielle élévation du niveau de connaissance et du niveau général d'efficacité opérationnelle et de la qualité des travaux que produisent sur lesquels travaillent les collaborateurs. Ça permet en plus donc d'automatiser un certain nombre de tâches qui étaient quand même assez fastidieuses et répétitives, pour pouvoir potentiellement dégager du temps de ces mêmes collaborateurs pour avoir plus de valeur ajoutée. Alors ça, c'est dans un monde idéal, mais n'empêche que ça peut quand même être une réalité. Quand je parle de plus grande efficacité opérationnelle et d'une meilleure rapidité, voire qualité d'exécution, ça concerne aussi bien les contenus, et on le voit avec la possibilité d'avoir des synthèses beaucoup plus facilement, de pouvoir rédiger aussi un certain nombre de contenus, de pouvoir, quand je parle de rédiger, ça va du mail à des contenus beaucoup plus approfondis. Il y a également tout ce qui est la recherche de contenu, la synthèse. Il y a tout ce qui est production d'images, que ce soit des images assez simples, assez basiques avec Midjourney, ou de la vidéo un peu plus compliquée. Il y a également de la production de code. On peut très facilement aller se créer une page internet grâce à ChatGPT maintenant, c'est assez incroyable. On peut également analyser des données, etc., etc. Donc il y a quand même tout un tas d'avantages au service, pas simplement de l'entreprise, mais là en tout cas moi je me passe sous ce prisme-là, au service du collaborateur au quotidien, qui est non négligeable, et ça permet quand même globalement au collaborateur qui est peut-être plutôt moyen de devenir bon en fait. Et on voit certaines générations, notamment parmi les jeunes collaborateurs, et moi j'ai la chance de travailler avec beaucoup de jeunes et je trouve ça génial parce que c'est une force vive extrêmement inspirante, et voilà, ils ne sont pas toujours très bons en orthographe par exemple, et ChatGPT peut être très aidant là-dessus. On peut très bien rédiger un mail correct en quelques minutes. On peut faire une synthèse d'une réunion
en quelques minutes. Donc c'est quand même des choses qui permettent de gagner un temps précieux et d'avoir un niveau, une forme d'élévation, oui, du niveau des collaborateurs. Je voulais quand même aussi donner peut-être un exemple, parce qu'évidemment ça impacte toutes les fonctions de l'entreprise, mais ça impacte aussi donc l'innovation. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel je suis plus sensible. Et je voulais vous citer l'exemple de Coca-Cola, qui a utilisé l'IA générative pour concevoir une édition de son soda qui s'appelle Coca-Cola 3000. Donc l'IA générative a été utilisée pour définir les ingrédients qui allaient composer ce Coca-Cola, cette édition limitée. Donc non seulement les ingrédients, mais également le packaging, donc le design, le packaging de la bouteille et toute la commercialisation qui allait avec. Et donc tout ça, ça a été fait par une IA générative. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça a permis d'accélérer évidemment la recherche et de synthétiser un certain nombre d'informations qui étaient essentielles à cette R&D, et puis également a permis d'aller explorer plus rapidement différents scénarios de mise sur le marché. Voilà. Je voulais rebondir. Je vous en prie. Peut-être rebondir sur quand même les perspectives d'opportunités que présente l'IA, y compris dans la création de connaissances. Enfin, tout le travail sur la conformation des protéines, la prévision de la conformation des protéines, qui ouvre des perspectives en médecine, en biologie absolument fabuleuses grâce à l'IA, en physique des particules et l'exploration spatiale, la prévision de la détection de certaines particules est aujourd'hui faite avec de l'IA et a donné des résultats là, très récemment absolument spectaculaires. Tout le domaine aussi d'arriver à atteindre la fusion nucléaire utilise aujourd'hui de l'IA. Donc il y a des bénéfices au-delà des fonctions quotidiennes d'une entreprise, des bénéfices scientifiques et donc technologiques et donc d'innovation sociétale espérée qui sont gigantesques. Vous abondez, Gilles, vous qui entreprenez dans le domaine. Oui, mais juste pour compléter, alors évidemment ce sont des outils extraordinaires, enfin nous-mêmes on les utilise et d'ailleurs tout le monde les utilise, les chercheurs, enfin voilà, mais évidemment, enfin, l'IA ne découvre pas une exoplanète toute seule. Non, mais ça c'est vachement important, parce que c'est vrai qu'il y a parfois un peu cette idée dans le livre dont je parle d'IA magique ou d'IA tragique, c'est-à-dire qu'on a parfois un peu l'impression que l'IA fait tout, grâce à l'IA, enfin combien de fois vous en avez lu aujourd'hui, même des articles qui commençaient par grâce à l'IA, etc. Donc oui, c'est évidemment hyper puissant, mais ça reste un outil, ce sont évidemment des chercheurs, des astronomes, des physiciens, etc. Ça ne fonctionne pas tout seul, l'IA n'a pas de volonté, n'a pas d'envie, n'a pas de projet. C'est un outil extrêmement puissant, utilisons-le. Et également pour aussi, je dirais, compléter un peu le panorama qu'on a fait de l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant d'aller regarder les chiffres en fait. Et aujourd'hui, l'algorithme d'intelligence artificielle qui est le plus utilisé quotidiennement, c'est en fait le moteur de recommandation. En fait, l'IA, c'est plein de choses. L'IA, c'est du traitement automatique du langage, de la vision par ordinateur, de la planification. Il y a énormément d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et parmi tout cela, il y en a un qui est le moteur de recommandation, qui est en fait un algorithme qui, en fonction d'un utilisateur et d'une requête ou d'un objet, va en suggérer d'autres. Donc, par exemple, dans Google, c'est celui qui nous propose des pubs quand on pose une question. Dans Facebook, c'est celui qui nous propose aussi des pubs. C'est très majoritairement utilisé pour proposer de la pub. Et en fait, c'est quand même ça l'usage majoritaire. Quand on regarde les chiffres, c'est à peu près 600 milliards de dollars par an, le moteur de recommandation. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, évidemment que l'IA, c'est génial pour trouver des médicaments, pour trouver des planètes, pour trouver tout ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est très, très, très majoritairement utilisé pour faire de la pub. Donc voilà, je ne veux pas casser l'ambiance, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même important d'avoir ces sortes de grandeurs. Facebook, qui fait à peu près 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires, fait 98% de son chiffre d'affaires en vendant de la pub. Google, qui fait un peu plus de 200 milliards, fait 80% de son chiffre d'affaires en vendant de la pub. Amazon, qui en fait 500 milliards, alors c'est du retail, évidemment, les marges sont microscopiques, augmente de 35% ses ventes grâce à la recommandation. Donc quand on achète un truc, les internautes ont aussi acheté ça. Mais ça, c'est 35% de 500 milliards. Donc je veux dire, c'est que voilà, l'IA, ça a plein d'usages, c'est génial, ça permet de faire plein de choses, mais n'oublions pas que c'est avant tout du moteur de recommandation et que ces moteurs ont un fuel, c'est la donnée personnelle. C'est-à-dire qui nous sommes et quels usages nous avons des plateformes.
Donc c'est ça en fait qui a vraiment, vraiment, vraiment de la valeur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, ça ne veut pas dire qu'on ne découvrira aucun médicament, etc. On va le faire et on le fait, mais les ordres de grandeur sont très, très, très massivement aujourd'hui. Par exemple, quand on regarde après l'investissement en 2022 sur le domaine de la santé en IA, c'est 15 milliards. Voilà, la pub, c'est 600. Et les Sakharaj, vous ne faites pas de pub, vous, avec l'IA. Vous êtes un grand cabinet d'avocats à Allen & Overy, vous n'avez pas la possibilité de faire de la pub, je crois. C'est très réglementé. Vous en servez pourquoi de l'IA et quels bénéfices vous voyez 1 an et demi après le début de l'application d'Harvey? Oui, je rejoins totalement ce que vous venez de dire. En fait, la valeur ajoutée que nous, on voit avec Harvey, c'est tout ce qui est travail préparatoire de ce que va concevoir l'avocat. L'expertise et le savoir-faire de l'avocat, il est irremplaçable par l'intelligence artificielle. Donc on est, comme vous disiez en intro, on est quand même loin du catastrophisme et des headlines des journaux sur le remplacement de telle et telle profession par l'intelligence artificielle. Nous, l'utilisation qu'on en a, c'est vraiment donc les usages que vous citiez aussi, donc tout ce qui est de recherche, de synthèse, etc., qui sont des choses qu'en fait l'avocat fait déjà pour l'amener à la création de conclusions pour un client, sauf que grâce à Harvey, on va avoir accès à beaucoup plus de contenu et beaucoup plus vite. Donc la brique d'expertise et de raisonnement et de recherche de stratégies très pointues, en fait, elle n'est pas remplacée par l'IA. En revanche, pour arriver à ce raisonnement et à cette stratégie, l'avocat aura à sa disposition simplement plus de données et peut-être un peu plus de temps parce qu'il y aura une rédaction d'email sur lequel il aurait passé 30 minutes avant, il va y passer 4 minutes aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas sans l'être humain, c'est pas sans l'avocat, et on peut insérer ici toutes les professions, je pense. Et moi, j'aimerais bien profiter de ces 26 minutes que nous offre l'IA pour faire des choses un peu non productives, mais ça risque, globalement, et je me tourne vers vous, Nathalie Hoth, ça risque de se traduire en productivisme et en finalement une nouvelle vague de production, avec le constat que vous avez dressé tout à l'heure. Est-ce que c'est souhaitable ? Alors évidemment, non, moi je rejoins Gilles là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à choisir nos combats et le danger en fait n'est pas l'IA. Le danger c'est de justement ne cibler que ces usages sur de la productivité. On voit que l'IA a une capacité à gérer des schémas très complexes. Aujourd'hui on est quand même dans une société complexe avec des enjeux environnementaux complexes. Donc il faut utiliser ces technologies absolument pour améliorer cette situation-là. On a le côté planète people prosperity. Il faut vraiment qu'on utilise en fait l'IA sur la partie people et planète pour que justement on puisse avancer vers des solutions. J'ai entendu deux chiffres et c'est là où du coup pareil comme vous je m'interroge aussi. J'ai entendu 2 chiffres ce matin qui m'ont interpellée, alors je vous les partage. Depuis 1970, on voit que en fait, la pauvreté stagne. Donc, 1970, on en a parlé, il y a eu Internet, tout ça, voilà, la pauvreté stagne. Donc, il faudrait que l'IA puisse améliorer ça demain. Que dans quelques années, dans 30 ans, on se revoit et qu'on se dise la pauvreté a diminué et peut-être que l'évolution de l'IA nous a permis de le faire. Et ça serait vraiment un point très positif. De même que sur la partie climat. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on arrive à trouver un modèle, et là où je rejoins Gilles, il faut vraiment qu'on arrive à quantifier tout ça et à mesurer tous ces impacts positifs d'un point de vue sociaux et environnementaux. Et donc pour ça, moi, je vous partage en fait un travail qu'on est en train de faire à l'INR, qui a démarré il y a 2 ans, qui est connecté en fait avec toute la partie, le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en avril 2023 et un certain nombre de réglementations ISO qui sont en train de se mettre en place. Ce travail en fait a pour but la publication d'un guide de conception IA éthique et responsable. Dans ce guide, vous allez pouvoir retrouver 25 recommandations qui sont très connectés aux objectifs de développement durable,
et qui vont pouvoir nous aider à flécher l'utilisation de cette IA et la mise en œuvre de cette IA et des modèles d'IA. Donc la publication est prévue pour juin, donc voilà, restez connectés. Mais ça c'est vraiment la partie qu'il faut qu'on travaille et qu'on ne cible pas directement sur la productivité, parce qu'en fait, tous les prérequis environnementaux et tous les impacts d'évolution humaine, on risque peut-être de les utiliser à mauvais escient. Laura Chobard, à la table ronde précédente, on avait une question de la salle sur l'intégration des problématiques RSE dans les cursus des écoles de management, puisque c'était le thème de la table ronde précédente. Je profite de vous avoir à mes côtés. On vient de relister un certain nombre d'enjeux. Est-ce qu'à Polytechnique ou est-ce que dans les autres écoles d'ingénieurs que vous connaissez, cette dimension-là, elle est traitée dans les cours des élèves ingénieurs ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale que les ingénieurs, les défis de la décarbonation, des transitions qu'elle implique sociales, environnementales, d'abord, vont exiger beaucoup de sciences et beaucoup d'ingénieurs, et aussi des ingénieurs capables d'avoir une pensée systémique. Donc de penser au-delà de leur discipline, une complexité très grande, des défis imbriqués. Ça tombe bien, c'est un peu la marque de fabrique de l'école polytechnique, sans vouloir, d'avoir cette grande pluridisciplinarité qui fait que ce sont à la fois des diplômés, mais c'est vrai aussi d'autres écoles d'ingénieurs évidemment, diplômés qui ont cette capacité à penser systémique et à se projeter dans l'action, à se projeter dans le projet, dans le faire. C'était vrai avant des ingénieurs français, c'est vrai aujourd'hui. Maintenant, on leur apporte aussi du contenu sur les défis systémiques particuliers des transitions en cours. On a mis au point depuis 1 an, même s'il y avait déjà des contenus évidemment sur le développement durable et la transition énergétique en particulier, mais mis au point depuis 1 an un cours qui s'appelle Engineering Sustainability, qui justement qui fait travailler 7 disciplines depuis l'économie jusqu'aux maths pures, en passant par la biologie et la mécanique, 7 disciplines de manière collégiale pour arriver à penser ces défis systémiques, à penser le rôle de l'ingénieur dans ces défis systémiques et à leur donner des grands repères sur l'intrication des différents défis et le rôle qu'ils peuvent y jouer demain. Donc il y a une vraie prise de conscience de l'enseignement supérieur en général et des contenus pertinents qui sont insérés dans l'ensemble des programmes à Polytechnique en particulier. Une dernière question et on prendra celle de la salle, mais on parle beaucoup de cette question environnementale, on n'a pas du tout parlé de liberté individuelle. On sait que ces solutions de traitement que permettent l'IA posent aussi des nouveaux défis en termes de surveillance, notamment massifiée, etc. Ça aussi, ça fait partie des points de réflexion dans cette fameuse approche systémique que vous appelez de vos voeux. Alors, en tout cas, c'est je pense, dans tous les risques qu'on invoque sur l'IA, sans doute, et vous le disiez, aujourd'hui, l'application numéro 1 de l'IA, c'est la préconisation basée sur l'exploitation de données personnelles. Et dans tous les risques de l'IA, de perte de contrôle, auxquels je n'adhère pas complètement, en tout cas, vivement, le risque numéro 1, je pense, c'est la capacité à traiter en masse des données personnelles pour des applications de surveillance, de désinformation, de perturbation de la vie démocratique, de cybercriminalité, etc. Et donc cette capacité à traiter en masse des données personnelles, que ce soit par des États ou par des organisations criminelles, c'est le risque pour moi le plus immédiat de l'utilisation de l'IA, bien au-delà d'une perte de contrôle et d'une incarnation dans l'IA d'une volonté quelconque ou d'une conscience quelconque.
Gilles Moïse nous avait déjà ramené à la réalité sur cette question du contrôle. On prend peut-être quelques questions de la salle, on a encore un petit peu de temps. Bonjour, j'ai une question. En fait, j'ai nommé mon intelligence artificielle Sawasati, qui est déesse de la connaissance en Inde. Alors la question qu'elle vous pose, c'est quelles sont les différentes façons dont nous pouvons utiliser le temps libéré grâce à l'automatisation par l'IA pour enrichir nos vies et nos sociétés? Excellente question. Qui veut prendre la réponse? Vous êtes tous éligibles. Moi, je vous propose de profiter pour lire 20 minutes. Voilà, c'est une utilisation raisonnable. D'autres idées? Juste peut-être un retour d'expérience. Donc nous, effectivement, dans mon entreprise, on propose des solutions qui permettent de gagner du temps, alors plutôt à des employés, à des collaborateurs. En pratique, c'est pas vraiment du temps libre en moyenne. C'est-à-dire que quand ils ont exactement, c'est du temps libéré. Donc en fait, souvent, nous, ce qu'on voit, alors on a des IA qui font des choses assez simples. On a des IA qui vont extraire automatiquement de l'information dans des milliers de pages de documents, qui vont traiter des mails, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce temps libéré, c'est, en tout cas des plateaux de gestionnaires que j'ai vus, c'est en fait du temps de repos de conscience, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, avant, on avait 3000 mails de retard. Maintenant, on a à peu près une boîte qui est OK quand on part en week-end, et on sait que samedi et dimanche, on a l'IA qui va nous préparer le boulot pour quand on reviendra lundi. Bah, du coup, ça nous relaxe, ça nous fait du bien. Donc, c'est du temps libéré pour ça. Maintenant, ce qu'on peut faire de son temps libre, ça dépasse un peu, je dirais, strictement mes compétences. Mais en tout cas, ça permet, en tout cas, nous, pour les travailleurs avec lesquels on propose la plateforme, d'avoir du temps libre, je dirais, pour partir la conscience tranquille en week-end. Je ne suis pas une IA, donc mon travail n'est pas de libérer du temps, mais je vais prendre une dernière petite question avec une petite réponse, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire encore. Alors bonjour, Eugénie Despersonnaires, étudiante à GEM. J'avais une petite question, parce que donc, aujourd'hui on voit l'IA comme un outil et comme une aide pour l'être humain. Et je me demandais si justement ça ne pouvait pas altérer nos capacités intellectuelles et créatives à l'avenir et justement nous abrutir entre guillemets au long terme. Non, mais la question de l'IA dans la créativité, je trouve, est très intéressante, et on en est juste au début de ce chemin-là. Ceci dit, il y a de plus en plus d'artistes qui se sont frottés à ça, à utiliser une IA dans leur processus créatif, notamment des scénaristes. Vous savez qu'il y a eu une grande grève aux États-Unis des scénaristes qui, sur d'autres questions, mais aussi la question de l'utilisation de l'IA dans le processus d'écriture. Et j'ai pu échanger avec des scénaristes qui avaient travaillé avec OpenAI, donc la société qui crée ChatGPT, dans leur processus créatif. Et j'ai trouvé leur témoignage assez apaisant et éclairant sur la manière dont ils interagissaient avec cet outil, sur la manière aussi dont ils avaient créé des modèles un peu dédiés, peuplés de leurs différentes inspirations créatives, et d'où ils s'en servaient comme un partenaire créatif auquel ils posaient des questions, qui leur répondaient, auquel ils disaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Et tout comme je rejoins, c'est pas l'IA qui va découvrir une planète, c'est un physicien outillé d'une IA. Je pense que les créateurs demain vont s'outiller d'IA qui seront leurs partenaires créatifs, mais que le processus créatif n'est en rien menacé par l'IA, que ce soit dans les arts d'écriture, dans les arts plastiques. Il y a de plus en plus d'auteurs, de créateurs qui s'emparent de ces outils, qui s'en servent comme d'un atelier où on afficherait ses inspirations, les œuvres qui nous ont émus, les œuvres dont on veut s'inspirer. On peut se dire que demain, on mettra tout ça dans un modèle et avec lequel on pourra converser pour faire sa propre création. Donc je pense que là aussi, il faut surmonter ces peurs de confiscation du processus créatif et outiller la création avec l'IA.
voilà, de manière la plus approfondie possible pour pouvoir en tirer les plus grands bénéfices, en fait. Et donc, il ne faut pas hésiter, à titre personnel, à titre individuel, à aller explorer un peu tous ces outils créatifs. Et c'est comme ça, quelque part, qu'on pourra justement garder notre créativité en allant même encore au-delà de la machine, en fait. Merci à vous 5 pour cette discussion passionnante. À bientôt, j'espère.